Bonjour Camille. Salut Sarah. Bienvenue sur Eco Expat. Merci. Bienvenue aussi à l'île Maurice, j'ai envie de te dire, parce qu'aujourd'hui on se retrouve sur la plage de Montchoisy. Bienvenue au paradis. Alors Camille, tu as 26 ans, tu es originaire de Lille. Est-ce que tu as dû quitter un travail en France pour venir t'installer ici? Eh bien non, aussi étonnant que ça puisse paraître. Moi, comme tu l'as dit, je suis originaire de Lille et j'ai toujours eu un CDI en France finalement depuis la fin de mes études. Et en fait, la particularité de mon dernier job, c'est que j'étais dans une entreprise avec un mode de fonctionnement 100% en télétravail et asynchrone. Donc on appelle ça aussi le modèle full remote. Et du coup, le principe, c'est que tous les collaborateurs de l'entreprise sont libres de travailler sur le fuseau horaire de leur choix, depuis le pays de leur choix. Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvée à venir travailler depuis l'île Maurice. Alors je vais te dire un truc peut-être que tout le monde pense, c'est que l'île Maurice c'est pour les retraités, non? C'est vrai, on entend beaucoup que l'île Maurice, c'est pour les retraités ou pour les voyages de noces uniquement. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée reçue et la preuve, c'est que je vis ici au quotidien et il y a énormément de personnes de mon âge qui viennent télétravailler depuis l'île Maurice. Donc soit c'est d'autres personnes qui sont en télétravail, donc dans des entreprises salariées en tant que full remote, ou bien des personnes qui sont entrepreneurs, freelance, voilà, à leur compte et qui ont décidé de venir s'installer ici pour avoir un meilleur cadre de vie au quotidien. Du coup, est-ce que l'île Maurice c'est un bon environnement pour le télétravail? Eh ben écoute, pour moi, l'île Maurice, c'est vraiment l'environnement parfait. Parce que ce que j'aime dans l'expatriation à l'île Maurice, c'est que finalement, tu as beaucoup moins de barrières quand tu arrives en fait. Déjà, le fait que les gens parlent français, c'est bête, mais ça aide énormément quand tu arrives dans un nouveau pays pour aussi t'adapter à la culture, te sentir chez toi. C'est beaucoup plus rapide aussi pour t'intégrer. Les Mauriciens sont tellement accueillants et ça fait beaucoup, ça joue beaucoup dans le choix d'une destination d'expatriation. Pareil, en fait, quand tu décides d'aller long terme dans un pays, ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir facilement retrouver un petit peu tes marques, en fait, des choses de chez toi. Ici, il y a quand même beaucoup de produits français parce qu'il y a beaucoup d'expatriés français. Et mine de rien, c'est réconfortant de temps en temps de se sentir comme à la maison. C'est super agréable parce qu'en fait, on a vraiment un cadre dépaysant, quelque chose auquel on n'aurait pas du tout accès si on était resté en France. Mais d'un autre côté, c'est pas difficile de s'intégrer. C'est comme changer complètement de vie, mais sans avoir le côté complètement bouleversant de l'expatriation qui peut être parfois très très dur quand tu pars pour la première fois en fait. Alors Camille, tu nous envoies du rêve là. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un job remote? Alors, bonne question. Et je pense que la réponse la plus évidente à laquelle tout le monde s'attend, c'est je suis allée sur telle plateforme type Welcome to the Jungle ou Indeed. Et puis j'ai tapé, par exemple, moi je fais du SEO, donc consultant SEO en remote. La réalité, c'est que moi j'ai pas du tout trouvé mon job en remote comme ça. Et d'ailleurs, mon copain qui est en remote aussi ne l'a pas trouvé comme ça. Et donc j'imagine que finalement, les meilleures offres en remote ne sont clairement pas toujours sur ces plateformes. Je pense que c'est un bon moyen de dégrossir le sujet et de trouver des opportunités. Mais personnellement, ce qui m'a énormément aidé à trouver mon job en full remote, ça a été LinkedIn. Et LinkedIn, ça a vraiment tout changé au process de recrutement. Et la manière dont je m'y suis prise, c'est que je me suis mise à créer du contenu. Et en fait, je pense que c'est important aussi de comprendre que quand tu recherches un job en full remote, on ne recherche pas un profil de salarié classique, mais on recherche avant tout une personne et une personne qui a des compétences. Parce que quand tu es en remote, tu es à distance, tu n'as pas tes collègues avec toi pour t'expliquer des choses, etc. Donc je pense aussi que c'est important d'avoir un profil un peu plus avancé sur ton métier. Tu vois, je ne suis pas sûre qu'un profil junior s'adapte bien en remote. Je pense que c'est important aussi des fois de faire un peu de sacrifice. Par exemple, moi j'ai commencé ma carrière en présentiel, en travaillant en agence marketing, parce que ça m'a permis d'être aussi coachée par mes collègues qui étaient plus seniors sur les sujets, et donc de monter en compétences. Si j'avais démarré directement en remote, je pense que ça aurait été plus compliqué en termes de montée en compétences. Et du coup, je trouve que pour le coup, ça vaut le coup des fois de faire un compromis en mode je vais commencer ma carrière en présentiel, même si l'objectif ultime, ça a toujours été d'être en remote. Et voilà, de faire ce compromis au démarrage pour pouvoir développer ses compétences et puis ensuite vivre sa vie en remote. Du coup, comment toi, tu as trouvé ton premier job remote? Ce qui m'a ouvert énormément de portes, c'est quand j'ai commencé à publier sur LinkedIn.
et pas seulement être un utilisateur un peu silencieux de la plateforme. LinkedIn, c'est un très bon outil pour effectivement envoyer sa candidature à travers LinkedIn Jobs, ce genre de choses. Mais c'est aussi un très bon outil pour prouver sa compétence. Et c'est vraiment ça qu'un employeur en remote recherche. C'est des personnes qui maîtrisent une expertise métier et qui vont être capables de la délivrer au sein de l'entreprise, mais sans avoir besoin d'assistance ou de personnes seniors, puisque tu travailles de chez toi, tu travailles à distance, tu es donc seul, donc tu dois maîtriser ton métier. Et en fait, quand je me suis mise à poster sur LinkedIn sur les sujets du SEO, en partageant des astuces métiers, je pense que ça a beaucoup joué dans apporter de la crédibilité à mon profil et donc du coup apporter de la confiance aussi des recruteurs envers mon profil et mes compétences. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que j'ai plusieurs personnes autour de moi qui travaillent en remote et on a tous un point commun, c'est qu'on ne nous a jamais demandé notre CV avant de postuler au job. Et je ne sais pas si c'est quelque chose de généralisé à tout le monde ou si c'est un peu un hasard que toutes les personnes autour de moi n'aient pas dû envoyer leur CV pour le recrutement. Mais j'ai l'impression que c'est signe de quelque chose. Et en fait, tout ça, tu vois, ça se rapporte toujours à la même chose. Et je pense que c'est ça l'élément déterminant quand tu as une entreprise 100% en télétravail, c'est le pilier confiance. Et vraiment, tu te rends compte que la confiance, elle démarre dès le recrutement. C'est-à-dire que, en fait, à force de publier du contenu sur LinkedIn, d'apporter des expertises métiers, de les diffuser à tout le monde, tu montres que tu sais et on te fait confiance, on a confiance en tes compétences et en fait ton employeur il a même pas besoin de savoir ton niveau d'études ou demander des justificatifs de tes diplômes puisqu'il a déjà confiance en toi et en la valeur que tu vas délivrer en fait. Justement Camille, j'aimerais rebondir sur la confiance. Quand on postule comme ça à un job en remote, même en utilisant le process que tu viens d'évoquer, selon toi, comment on peut identifier la toxicité d'une entreprise? Ah oui, c'est un vaste sujet. Non, mais au final, remote ou pas remote, c'est un peu toujours les mêmes red flags qui reviennent. Et je pense qu'il y en a un qui est commun à toutes les entreprises, mais qui est encore plus toxique quand tu es en remote. C'est un peu le micromanagement. Vous savez, les employeurs qui vont un peu tout surveiller heure par heure, vérifier les tâches qui ont été réalisées ou non. Et ça, vraiment, full remote et micromanagement, c'est les pires ennemis. Parce que, en fait, et c'est pour ça que c'est important, au-delà de vouloir un job remote, c'est de postuler dans des entreprises qui incarnent le modèle. Parce que le full remote, c'est pas juste dire, ok, on vous embauche, restez chez vous. Ça doit s'incarner dans le mode de fonctionnement de l'entreprise, dans le management de l'entreprise, dans les patrons de l'entreprise, donc chaque manager à chaque étape de la hiérarchie de l'entreprise. C'est vraiment un truc 360, c'est un modèle à part entière. Et je pense que si c'est pas incarné à tous les points de contact avec les collaborateurs, finalement on passe à côté de quelque chose. Et je pense que ça, c'est des choses qui peuvent être repérées dès le recrutement en fait. Et j'en parlais tout à l'heure, mais ne serait-ce que demander les diplômes. En fait, dès que tu commences à rentrer trop dans la justification, je dis pas qu'il faut pas demander les CV, ça reste un élément de recrutement et c'est compréhensible. Mais il y a des entreprises, pour être recruté, il faut envoyer ses anciennes fiches de paie. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Et après, je pense qu'il y a un élément, et ça c'est valable pour toutes les entreprises, c'est s'écouter. À un moment donné, si tu ne te sens pas bien, si ça te semble bizarre, c'est tout de suite aller crever l'abcès de manière diplomatique, mais demander des explications. Et ça, c'est très difficile quand on est à distance. Parce que déjà, c'est difficile de dire les choses à son manager. Mais quand tu es à distance, c'est encore plus dur parce que parfois, tu ne sais pas comment aborder le sujet. Et je pense que ça doit aussi beaucoup venir des managers. Et c'est les managers qui doivent laisser vraiment... Ils ont un rôle à jouer sur ouvrir la discussion et faire en sorte que les gens se sentent libres de parler de tout et d'être transparent. Et c'est vraiment, je pense, le cœur du modèle, c'est vraiment la transparence de A à Z. Moi, par exemple, au bout de 2 mois en remote, donc j'étais encore en période d'essai, je me suis rendu compte que j'arrivais plus du tout à me motiver à travailler. Et en fait, comme l'entreprise incarnait ce modèle de transparence, je me suis sentie libre d'en parler à mon patron et de lui dire, écoute, ça ne fonctionne pas pour moi, ça fait 2 mois que je suis là, j'y arrive plus, j'arrive pas à être efficace, j'arrive pas à être motivée. Et je pense que ça, c'est vraiment une force que tu n'as pas forcément dans toutes les entreprises. Mais quand tu te sens libre de pouvoir dire ce genre de choses pour trouver des solutions ensemble, ça change tout en fait. Et c'est tellement important, surtout quand tu es à distance, parce que tu vois pas les gens au quotidien, donc tu peux pas deviner comment ils se sentent en fait. Et est-ce que c'est pas simplement un problème générationnel? Écoute,
j'ai l'impression que, tu vois, ce qu'on entend beaucoup, c'est que notre génération ne veut pas travailler. La nouvelle génération ne veut pas travailler, la nouvelle génération est fainéante. Et je pense que les gens font énormément de raccourcis, en fait. On entend surtout beaucoup la Gen Z, voilà. Et pour moi, c'est uniquement des raccourcis. En fait, la Gen Z, c'est pas qu'elle ne veut pas travailler, c'est que la Gen Z n'est plus prête à autant de sacrifices que ce que la génération de nos parents et de nos grands-parents étaient prêtes à faire. Et en fait, à l'époque où tu déménageais parce que tu allais travailler à l'usine et du coup tu allais habiter à côté de l'usine pour faciliter la vie quotidienne, aujourd'hui, on veut que notre métier s'adapte à nous, notre job s'adapte à nous, l'entreprise s'adapte à nous. On n'est plus prêt à faire des sacrifices comme les générations précédentes l'étaient. Et je pense qu'il y a un raccourci qui est fait entre la nouvelle génération ne veut pas travailler et la nouvelle génération veut mieux travailler. C'est-à-dire qu'on ne veut pas travailler moins, mais on veut travailler mieux. Et on veut être embarqué dans un projet. En fait, on veut vivre à travers cette entreprise. Alors dis-moi un petit peu Camille, qu'est-ce que tu entends le plus dire autour de toi quand les gens savent que tu es en télétravail? Je pense qu'il y a énormément de clichés, donc ça va être dur de choisir. Mais ce que j'entends le plus, c'est tu dois te sentir seul. Ça revient énormément. Et je pense que ça, c'est une vraie source d'inquiétude pour tous ceux qui veulent un job en remote. Et honnêtement, pour être totalement transparente, je l'ai vécu et je me suis à un moment donné sentie seule et donc pas bien dans mon job remote. Parce que parfois, la personne qui vit avec toi, elle n'est pas en télétravail, donc elle rentre, elle a juste envie, c'est d'aller se coucher, de se mettre devant la télé et de plus bouger. Et toi, tu as passé toute la journée enfermée tout seul, tu n'as qu'une envie, c'est de sortir et de voir du monde. C'est pas évident de trouver le rythme. Et je pense que ça, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément. On pense que prendre un job full remote, c'est juste prendre un job mais rester chez soi. Mais en termes d'organisation au quotidien et d'état d'esprit, ça peut vite être pesant. Et moi, vraiment, au bout de 2 mois, ça a commencé vraiment à me peser. Alors que 2 mois, c'est vraiment pas long. Hein. Et c'était l'été. Donc l'été, tu es quand même beaucoup plus amené à sortir, etc. Pour autant, en septembre, ça n'allait déjà plus. Donc la solitude, c'est un vrai sujet quand on est en remote. Mais il existe aussi plein de méthodes pour se sentir moins seul. Et d'où aussi la nécessité des managers et des patrons à aussi ouvrir le discours et à être hyper vigilant au moment de l'onboarding des nouveaux collaborateurs sur le modèle. Parce que moi, par exemple, quand ça n'a pas été et que je me suis sentie trop seule et du coup ça a impacté ma motivation et donc ma productivité, on m'a proposé des solutions. L'entreprise m'a financé un coworking, un accès à un coworking plusieurs fois par semaine. Je voulais pas retourner sur un modèle 100% en présentiel, mais j'avais besoin de temps en temps de pouvoir sortir, d'avoir un objectif. Et maintenant, je sais qu'il n'y a pas une semaine où je travaille 100% de chez moi. Soit je vais dans des cafés, soit je vais dans des coworking, soit maintenant j'organise aussi des sessions parce que j'ai aussi un entourage qui est beaucoup en télétravail aussi maintenant. Mais c'est hyper important de s'offrir d'autres moments de socialisation, en tout cas, en dehors du travail. Alors Camille, il y a 3 semaines, tu as lancé ton projet entrepreneurial, l'école du SEO, qui propose des formations sur le référencement et financé par le CPF. Est-ce qu'aujourd'hui, devenir entrepreneur, c'est une mode? Alors, très bonne question. Je pense que effectivement, avec les réseaux sociaux et tous les messages qui sont véhiculés là-bas, on a l'impression que devenir entrepreneur, c'est un vrai effet de mode. Mon idée sur le sujet, c'est que l'effet de mode, c'est pas de devenir entrepreneur. L'effet de mode, c'est de s'écouter, de s'investir dans un projet qui nous fait vibrer, dans un projet professionnel qui a du sens. Et en fait, aujourd'hui, pourquoi les gens pensent qu'il faut à tout prix être entrepreneur pour pouvoir vibrer professionnellement? Parce que les gens, ils ont une mauvaise expérience du salariat. Les gens pensent que l'entrepreneuriat, il est incompatible avec liberté géographique, liberté financière, le levier d'évolution professionnelle, alors qu'en fait, pour moi, ça c'est une idée reçue, ça c'est une vraie idée reçue. Personnellement, l'expérience que j'ai eue du salariat, elle est complètement différente de ce que les gens ont en tête en fait quand on dit je suis salarié. Moi, j'ai toujours été salarié et freelance à côté. Donc, j'ai toujours cumulé les 2 activités et c'est ce qui m'a permis de lancer un projet entrepreneurial tout en étant hyper sécurisée en fait. Parce que ça a toujours été une activité secondaire et aujourd'hui, effectivement, je fais la bascule 100% sur l'école du SEO parce que j'ai tous les indicateurs qui m'indiquent que
je peux me lancer, ça y est, c'est sécurisé. Et c'est un luxe que plein de gens n'ont pas. Donc moi, j'aime pas ce truc de dire, t'es obligé d'être entrepreneur pour être libre. Non. Enfin, clairement, moi, je me suis jamais sentie aussi investie dans une entreprise et aussi libre que quand j'ai été salariée dans la boîte pour laquelle j'ai bossé pendant 2 ans. Et pendant que je travaillais en CDI pour cette entreprise-là, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu en Afrique du Sud, 2 fois à l'île Maurice, au Maroc, aux États-Unis. Donc en fait, aujourd'hui, grâce au modèle full remote, l'un n'empêche pas l'autre. T'es plus obligé de faire un choix entre ta liberté, ton mode de vie, ta vie perso et ta vie pro et épanouissement professionnel. Donc moi, je pense que la mode, c'est pas d'être entrepreneur ou pas. La mode, c'est de s'écouter et de vivre quelque chose et de pas juste attendre 5 semaines de congés payés pour vivre, mais de vivre quotidiennement un équilibre entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle. Et l'expatriation, c'est pour le coup, ça change tout en fait au quotidien, parce que quand tu vis à l'île Maurice, tes week-ends ils ressemblent à des vacances en fait. Ouais. Tu vis des choses auxquelles tu n'aurais même pas accès si tu étais en France, alors que là c'est juste sur un temps de week-end. Donc c'est fou. Alors Camille, est-ce que tu peux nous parler de l'école du SEO? De quoi il s'agit? Alors l'école du SEO, eh bien tout simplement c'est l'école que j'aurais rêvé d'avoir quand je me suis lancée en SEO. Du coup moi, pourquoi j'ai commencé à faire du référencement de site web? Tout simplement parce que j'avais envie que mon métier soit au service de ma vie et pas mettre ma vie au service de mon employeur, comme beaucoup de personnes de ma génération, je pense. Et le SEO, pour moi, ça a été un moyen de pouvoir emmener mon job partout avec moi, en fait. De prendre mon job dans mon sac à dos, de pouvoir aller vivre où je voulais, de travailler sur le fuseau horaire dont j'avais envie, en fait. Et c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à ça et à me former à cette compétence. Et le truc, c'est que moi, j'ai commencé à m'intéresser au SEO pendant mes études. Donc c'était vraiment, je le faisais à côté, j'étais en alternance en même temps à la SNCF, je faisais ça à côté sur mes temps de week-end et mes soirées. Et en SEO, pour te former à ce genre de compétences, et c'est d'ailleurs sur beaucoup de compétences en ligne, tu as énormément de contenu gratuit. En fait, tu peux trouver beaucoup de ressources sur YouTube, etc. Mais tu arrives vite à un plafond de verre. Et en fait, le problème, c'est que pour avoir des formations qui te délivrent vraiment de la pratique, c'était très compliqué. Moi, j'ai eu la chance du coup de travailler en agence et du coup d'avoir été coachée par mes collègues les plus seniors, etc. Et donc d'avoir eu un petit peu des mentors pour pouvoir monter en compétences. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'offre de formation SEO, elle est finalement très théorique et tu as du mal à trouver des choses vraiment actionnables. Et on se rend compte que dans tous les gens qui font du SEO, tu as aussi beaucoup d'autodidactes, mais qui ont un peu un syndrome de l'imposteur où tu te dis mais j'ai jamais eu de certification d'État, j'ai jamais eu un truc qui me dit que je suis vraiment compétent, mais je sais pas combien je dois vendre mes services. Ou alors tu es employé dans une entreprise, tu travailles déjà dans le digital, mais t'as pas une compétence hyper nichée comme le SEO et du coup ton profil a moins de valeur que quelqu'un qui serait vraiment spécialiste d'un sujet. Donc l'idée de l'école du SEO, c'est tout simplement ça, c'est de dire on va pas vous réexpliquer les piliers du SEO, on va pas vous réexpliquer ce que c'est le référencement de site web. L'idée c'est qu'on part de votre niveau, ce que vous savez faire, et on vous aide à le mettre en pratique avec un prof particulier. Donc en visio, il y a différents packages d'heures, mais si vous prenez 21 heures de formation, c'est 21 heures en tête-à-tête avec votre formateur, du début à la fin de la formation. 40 heures, c'est pareil, 30 heures, c'est pareil. Et en fait, l'idée, c'est que ces packages d'heures s'adaptent aussi à chaque profil. On a des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui n'ont jamais touché au marketing digital. Elles vont avoir besoin de plus d'heures que quelqu'un qui est déjà en poste en SEO et qui a juste besoin qu'on lui délivre des techniques supplémentaires pour exercer le métier. Donc en fait, l'idée de l'école du SEO, c'est que c'est la formation que j'aurais rêvé d'avoir quand j'ai commencé. Et en fait, ça vous apprend à mettre les mains dans un site web, à prendre confiance dans vos compétences et ça vous délivre une certification d'État. Donc, ce qui permet du coup derrière de le faire valoir soit sur un employeur, soit auprès des clients en freelance en fait, tout simplement. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la nana nomade? Alors, la nana nomade, c'est le nom de mon compte Instagram, TikTok, YouTube. Et c'est des comptes que je viens seulement de lancer. Avec une idée, c'est que je me rends compte qu'en fait, il y a plein de personnes qui pensent qu'il faut être entrepreneur ou qu'il faut un profil spécifique pour pouvoir s'expatrier à l'île Maurice, pour pouvoir vivre finalement la vie que moi je vis au quotidien. Et en fait, le message que je veux véhiculer, c'est de dire, en fait, ce mode de vie que j'ai aujourd'hui, il est accessible à tout le monde et réellement accessible à tout le monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, je développe mon projet d'entrepreneuriat, etc. Mais hier, j'étais salariée en France en CDI, comme un CDI classique finalement. Et tout ça,
c'est possible grâce au modèle du full remote. Et moi, ce que j'ai envie de porter avec la Nana Nomade, c'est aussi d'encourager de plus en plus d'employeurs à adopter ce modèle, parce que ce modèle, il a énormément de bénéfices, que ce soit sur la performance des collaborateurs en interne, que ce soit sur la rétention des talents dans l'entreprise, et du coup, pour nous, côté employés, sur le développement personnel et l'équilibre vie pro-vie perso, qu'on obtient même avec un statut de salarié. Et pour moi, vraiment, le modèle full remote, c'est un peu l'avenir, parce que ça offre un tel niveau de liberté et un tel niveau de bien-être en fait au quotidien et d'équilibre au quotidien, de pouvoir s'écouter, de pouvoir aussi travailler quand c'est le bon moment pour soi, quand on est productif, et de pas devoir respecter des horaires de bureau qui n'ont pas vraiment de sens finalement, surtout quand on fait un travail comme le SEO qui est très remote. L'idée, c'est de vraiment promouvoir ça auprès d'un maximum de personnes, et aussi de dire à tous ceux qui sont comme moi, de simples salariés, que même pour eux c'est accessible, et j'ai rien fait de plus qu'eux en fait, à part postuler, à part être active professionnellement, donc que ça soit sur LinkedIn, sur les réseaux pro, et de travailler sur mes compétences pour pouvoir avoir le profil pour être recrutée dans ce type d'entreprise. Merci beaucoup Camille pour cet échange. Avec plaisir, et à très vite à Maurice.